Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions de défense, le blog, etc. Tout le monde te connaît très bien. Et tu viens juste de publier aux éditions Robert Laffont « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Et donc, mauvaise nouvelle, tu dis dès le début du bouquin, engagement majeur, affrontement de haute intensité, c'est le retour de la vraie guerre, et en fait on n'est pas prêt. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe que on sort d'une longue période d'une trentaine d'années, une génération en fait, où on a été sur un modèle militaire totalement différent, un modèle expéditionnaire, le modèle des opérations extérieures, et puis tout d'un coup, avec évidemment la guerre d'Ukraine, on voit une guerre de haute intensité sur le sol européen, qui implique d'une certaine manière moins l'armée française que l'industrie de défense française. Et c'est à ce niveau-là peut-être le plus qu'on constate qu'on n'est absolument pas prêt à relever le défi d'un soutien militaire massif à l'Ukraine. Quand je dis on, c'est la France, mais c'est toute l'Europe d'ailleurs. Et donc on est dans ce moment de bascule, je pense qu'on est dans un moment de bascule stratégique sans doute aussi important que le moment de la chute du mur de Berlin, où l'ordre européen s'était redessiné, recomposé, et on est à ce moment-là. Donc, la France, en tant que France, n'est pas à la veille d'un engagement majeur comparable à ce qu'on voit en Ukraine. Je pose une question dans mon livre, sommes-nous prêts pour la guerre ? Tout mon livre est une série de questions, et à la fin, je réponds quand même en disant oui ou non, est-ce qu'on est prêt ? Et je pense que on ne peut pas être prêt à la guerre en général parce que la guerre à chaque fois change et on est toujours surpris. Est-ce que le général Georgelin, après les surprises stratégiques, en fait, ma question c'est soyons suffisamment souples, intellectuellement souples d'abord, pour se préparer aux surprises et pouvoir se remettre en situation. Ça, c'est effectivement ta conclusion, mais sommes-nous prêts pour la guerre ? Alors, s'il faut aider l'Ukraine, on voit qu'il faut se mettre en série, mais par rapport au fait qu'on n'est pas prêt pour la guerre de haute intensité, quel est le pays qui serait capable ou en mesure ou susceptible de faire contre la France une guerre de haute intensité ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on est à la veille d'une guerre de haute intensité impliquant directement la France pour deux raisons. Parce que d'abord, nous sommes une puissance nucléaire, dotée de l'arme nucléaire, qui sanctuarise le territoire, nous protège contre une agression massive. Deuxièmement, parce que nous sommes membres d'une alliance défensive, l'OTAN, qui implique nos alliés, dont les Américains, et que ça, effectivement, et les autres Européens. Et donc ça, je pense qu'effectivement, ça nous assure un niveau de sécurité. Je pense en revanche que nous, en tant qu'Européens,
Nous sommes dans une situation stratégique différente de celle avant 2022, donc avant l'attaque russe de l'Ukraine, avant l'invasion russe de l'Ukraine, où on a à nos frontières, à 2000 km de nos frontières, un pays qui malheureusement, et je le regrette, est redevenu un pays agressif, qui nous désigne désormais par les discours de son président comme étant un ennemi civilisationnel quasiment. Donc on est dans un niveau d'affrontement idéologique fort et qui est une puissance qui s'affirme comme une puissance révisionniste, qui a envie de changer l'ordre européen à son avantage. Je pense que ça, c'est un changement qui nous est imposé. Je fais partie des gens qui, pendant des années, ont pensé qu'on pouvait trouver des compromis, des accords, qu'on devait trouver des compromis et des accords avec la Russie. Le président Macron a essayé de le faire. J'ai souvent critiqué la politique du président Macron, mais là-dessus, je pense que la France, dès François Hollande, avec les accords de Minsk, le format Normandie, tout ça, on a vraiment fait des efforts. Ça n'a pas marché. Les historiens feront un jour le récit du pourquoi ça n'a pas marché. Et je pense qu'on est rentré dans une période où l'on voit, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, on voit un niveau de violence militaire tel qu'on n'en avait pas connu, en tout cas dans notre environnement proche, depuis longtemps, et on est obligé de se poser la question d'adapter à la fois nos forces armées et notre industrie de défense à ce nouveau contexte, qui est un contexte, je le redis, plein d'incertitudes. Alors, sans revenir sur effectivement les décisions de trancherons qui a perdu la Russie, mais est-ce que la Russie, les intentions de confrontation de Poutine sont claires et nettes, il le met sur la table, il ne s'en cache pas, mais en a-t-il les moyens ? Est-ce que, alors qu'il a des difficultés à conserver une partie de l'Ukraine, le Donbass, etc., on le voit mal quand même s'attaquer à des pays de l'OTAN, lorsque le ministre allemand de la Défense dit on aura peut-être un conflit d'ici 2027-2028, il alimente les peurs. Est-ce que la Russie, et là je ne parle pas des intentions, je parle des capacités, est-ce qu'une Russie qui est incapable de croquer l'Ukraine peut avaler les pays européens de l'OTAN? Non, elle ne peut pas plus les avaler qu'elle ne peut avaler l'Ukraine, mais elle peut, parce que l'attaque de l'Ukraine en elle-même est irrationnelle. Il n'y avait pas de raison de faire ça. Il n'avait pas les moyens en 2022, le 23 février 2022, à la veille de l'attaque. Tous les experts pensent que l'Ukraine est un trop gros morceau pour la Russie. À juste titre. La Russie est incapable d'envahir l'Ukraine, de contrôler tout l'Ukraine. Et pourtant, il l'a fait. Et donc, nous devons faire ce que nous n'avons pas réussi à faire avant l'attaque de l'Ukraine du 24 février 2022. Nous devons dissuader la Russie de cette politique aventuriste, de cette volonté de Mais notre statut nucléaire ne le suffit pas ? Et je pense que la question nucléaire ne suffit pas. La question nucléaire ne suffit pas. Elle est très importante. Et c'est pour ça que je plaide même pour à bouger sur la doctrine nucléaire française. Elle est essentielle, je dirais, la doctrine nucléaire. Elle ne s'applique pas, elle ne peut pas s'appliquer pour l'instant à l'Ukraine. Et donc on doit, face à des pays qui se sentent fragilisés, menacés, on doit hausser le niveau de dissuasion conventionnelle et nucléaire, il est là, mais surtout conventionnel, pour ne pas demain nous trouver piégés dans une situation où on devrait avoir à choisir entre Tallinn et le feu nucléaire. Il faut qu'on ait des choses qui nous permettent comment dire, un matelas, comme on avait au moment de la guerre froide, on avait la dissuasion nucléaire, mais on avait aussi une armée classique, traditionnelle, conventionnelle, face au pacte de Varsovie. On est malheureusement
obligés de se retrouver dans cette situation. Alors, le président de la République a laissé une augmentation sensible des dépenses militaires, une loi de programmation qui est appliquée, c'est la première fois depuis très longtemps, et en même temps, puisque je continue à faire l'avocat du diable, on se demande à quoi bon, puisque tu dis même après ça, après cette augmentation très sensible des dépenses militaires, l'armée française ne pourra tenir qu'un front de 80 km, ça ne changera pas. Oui, parce que on reste dans le même modèle militaire. Le modèle militaire, c'est ce que les militaires appellent un modèle d'armée complet, un modèle d'armée cohérent, que je caricature un peu en parlant d'une armée bonsaï. C'est comme l'armée américaine, c'est-à-dire qu'on est capable de tout faire. On a des satellites, on a des sous-marins nucléaires, on a des forces spéciales, on a des chars, on a des porte-avions, un porte-avions, on a des forces nucléaires, etc., etc. On a un modèle absolu, on a des bases à l'étranger, on a une capacité expéditionnaire, bref, on est comme l'armée américaine, mais parce que nous ne sommes pas les États-Unis, parce que nous avons 3 000 milliards de dettes publiques, malgré une forte augmentation du budget de la défense, des armées, nous avons une petite armée. Ok, elle est cohérente, elle est complète, mais elle ne nous permet pas de faire beaucoup et de faire longtemps. Donc c'est un choix. C'est le choix du président de la République, c'est globalement le choix des dirigeants français, c'est le choix des militaires français. Je propose que nous discutions ce choix, non pas pour dire que ce choix est par définition mauvais, mais pour s'interroger sur le fait de savoir s'il n'y aurait pas d'autres façons. Tu écris notamment que l'armée de terre aurait dû remporter les arbitrages après la guerre en Ukraine et que ce n'est pas le cas, donc il faudrait donner plus d'importance à l'armée de terre et un peu moins à la marine et l'armée de l'air. On peut en discuter. Est-ce que la France doit rester une puissance mondiale, une puissance globale, présente sur tous les continents, c'est la nation, la puissance d'équilibre, ou est-ce qu'elle doit se reconcentrer sur ce qui est nos priorités, qui me semble être, en gros, notre environnement géographique, c'est-à-dire l'Europe et le bassin méditerranéen. Je pose la question, je plaide plutôt pour un recentrement parce que je m'inspire, je crois que le maréchal Foch, dans ses principes de la guerre, il parle de la concentration des moyens. Si on veut peser, si on veut être efficace, il faut concentrer ses moyens. Or, le modèle militaire français est un modèle de dispersion des moyens. Et je pense que il cultive il nourrit les illusions françaises d'une France puissance mondiale, héritière d'un gaullisme fantasmé, plus que d'un gaullisme réel d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation géopolitique, budgétaire, politique dans laquelle on est, on aurait intérêt à concentrer nos moyens plutôt géographiquement, et peut-être, et ça signifie donc évidemment des abandons, des renoncements. L'Afrique, sans doute. Je pense que l'Indo-Pacifique, c'est au-dessus de nos moyens. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'il nous faille un porte-avions. On peut se poser la question, en tout cas. On devrait se poser la question, quitte au final à se trancher, mais au moins qu'on ait cette discussion. Et on n'a pas ces discussions. J'utilise une image, je dis, entre Varsovie et Tahiti, on a plutôt tendance à choisir Tahiti. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à choisir Tahiti par rapport à Varsovie? Alors tu soulèves une autre question aussi, qui n'est pas rapidement, souvent évoquée dans les débats, c'est la difficulté de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a un problème générationnel, l'armée de terre, mais encore plus peut-être la marine, il devient difficile, il y a une rotation importante et il devient plus difficile, surtout lorsque les questions d'emploi s'améliorent pour l'armée, pour retenir ces personnels. Oui, alors là, on est vraiment dans une situation nouvelle. La professionnalisation des armées, là, elle date de 1996, bientôt 30 ans, et depuis une génération, les armées recrutaient en France assez facilement. Trouvaient, en gros, le personnel, notamment les militaires du rang, dont les armées avaient besoin. C'est une situation qui semblait en train de changer, et qui ferait que la France se banaliserait comme les autres nations, grandes nations, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, qui ont toutes, depuis longtemps, de grosses difficultés de recrutement. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui semble dater d'un an ou deux,
cette année, enfin l'année dernière, en 2023, l'armée de terre a eu un déficit de 2500 militaires du rang. Alors c'est pas colossal, 2500 militaires du rang, mais c'est nouveau, et 2500 militaires du rang, c'est à peu près l'équivalent de 3 régiments. Donc c'est pas négligeable. Alors, pourquoi il y a ce phénomène ? On n'a pas d'études très précises. Il y a toujours eu beaucoup de turnover, des jeunes qui viennent, qui ne se plaisent pas, qui s'en vont, qui ne restent pas le temps. Mais là, c'est différent. C'est des gens qui ne viennent plus, ou qui veulent venir mais qui ne sont pas recrutés. Il y a notamment quelque chose qu'on aurait tort de négliger, c'est l'évolution de la condition physique des jeunes, notamment la vue, l'ouïe et le surpoids. Là, on voit apparaître des phénomènes de mauvaise vision, en tout cas de vision inférieure aux standards, aux critères militaires, de mauvaise ouïe, ça c'est les écrans, l'ouïe c'est les écouteurs, et le surpoids c'est la malbouffe. Et donc on voit apparaître des jeunes qui aimeraient rentrer dans l'armée, mais qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils ne correspondent pas. Et ce phénomène est en train d'arriver chez les jeunes d'une vingtaine d'années. Les États-Unis sont dedans massivement depuis presque décennies. Le chef d'état-major de l'armée de terre américaine, de l'US Army, dit il y a en gros un jeune Américain sur 4 qui correspond à nos critères physiques. Voilà. Donc ce phénomène est en train d'arriver, c'est un vrai problème. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il y a aussi un effet de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, s'engager dans l'armée, c'était dans les images, c'était vivre une belle aventure. C'était partir sous les tropiques, partir en opération extérieure. Alors, il y avait des morts, parfois, mais 50 morts en 10 ans au Sahel. Et puis tout d'un coup, tous les soirs à la télévision, il y a les images de la guerre d'Ukraine. Et là, c'est pas 50 morts en 10 ans, c'est 50 morts toutes les heures à Bakhmout. Et les familles, les jeunes se disent, ah oui, mais peut-être que la guerre, être militaire, c'est ça. Et donc, il y a peut-être un effet psychologique de retenue, de se dire, oui, enfin, l'année dernière, l'Ukraine, la Gaza, enfin bon, non, c'est pas forcément très gros. Plus des contraintes d'une génération. Plus des contraintes, voilà. Le téléphone portable, évidemment, mais ça, tout le monde l'a, mais plus les militaires, parce que y a des contraintes spécifiques. Je voudrais venir, tu parlais de gaullisme fantasmé, tu me vois venir, tu proposes directement que la France rejoigne le groupe des plans nucléaires de l'OTAN. Et donc, lequel on n'est jamais, enfin, on parti, etc. Ça serait la réintégration totale. Alors, je comprends bien l'argument de dire on garde notre liberté, c'est ce que tu dis, mais est-ce que tu ne penses pas quand même que le signal envoyé, et je dirais par rapport au Sud global, par rapport aux autres pays, serait le signal d'alignement. J'entends bien que le fait de réintégrer l'OTAN en 2009 n'a pas privé la France de sa liberté de manœuvre, mais ça a été perçu comme cela. Et donc, voilà... Oui, c'est le risque. Tu as raison, il y a ce risque. Mais quand je dis ça, je dis ça ne peut se faire que dans le cadre d'une nouvelle donne. Et avant ça, je parle du partage nucléaire de la France avec ses alliés européens. Le partage nucléaire, c'est ce que font les Américains avec le nuclear sharing, comme disent les experts, avec un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et la Turquie. Il y a des armes américaines, des armes nucléaires américaines en permanence dans ces pays, et si une guerre il devait y avoir, ces armes nucléaires, qui sont des bombes de type B-61, seraient transportées par des avions allemands, italiens, belges, hollandais, voilà. Donc je propose que nous proposions ça, que la France propose ça, par exemple à la Pologne, par exemple à la Roumanie, à l'Allemagne évidemment, à l'Italie, à qui voudra, en disant c'est une garantie supplémentaire, notamment en cas de désengagement américain. On ne vous demande pas de renoncer à l'assurance vie que vous avez avec les États-Unis, on vous propose simplement un avenant à votre contrat d'assurance vie, nous on vous en donne une autre d'assurance vie, que nous partageons ensemble. Je pense que c'est une proposition à faire pour faire bouger les choses, et ça ne peut se faire que si nous rentrions. Oui. Mais
Ça doit être des mouvements parallèles. Et donc avec quand même le risque que l'affirmation d'une position, on le voit dans les conflits, la spécificité française s'efface au fur et à mesure au nom d'une cohérence européenne. Au nom d'une cohérence européenne. Je pense que c'est le projet, en tout cas, que semblait porter le président Macron, d'autonomie stratégique européenne, avec quand même la possibilité d'un désengagement américain si Trump est réélu. Donc il faut qu'on essaie de bouger. Il faut qu'on utilise notre force de dissuasion pour faire de la politique avec. Venons là aux moyens techniques. Je voudrais aborder deux sujets. Le premier, c'est les drones. Pourquoi ce retard que tu expliques dans ton livre sur les drones? Alors ça, c'est un échec total de tous les Européens. Tous les Européens ont raté le virage des drones à la fin des années 90, au début des années 2000. Je pense qu'il y a une conjonction d'intérêts qui fait les armées de l'air, ça ne les intéressait pas parce que ce ne sont pas des engins avec des pilotes à bord et que les armées de l'air sont commandées par des pilotes de chasse. Les armées de terre, ça ne les intéressait pas parce que c'est du matériel d'artilleur, mais du petit matériel. L'artillerie est moins considérée. L'artillerie est moins considérée et au sein de l'artillerie, ce qu'on aime, c'est les gros canons, c'est pas les petits drones. Et puis les industriels de l'aéronautique, ça ne les intéressait pas parce que ce n'est pas de la technologie de pointe, c'est pas du Rafale, c'est des petites, c'est des trucs pas très compliqués. Donc personne, et les politiques sont allés au fil de l'eau et personne n'a vraiment porté ce dossier. Alors c'est un échec global des Européens, dont les Français. Mais pas plus les Français que les autres. On voit des pays qui ont investi massivement sur les drones. À l'origine, il y avait Israël et les Américains. Et puis, on voit que quand on veut, on peut. Et là, il y a un exemple frappant, c'est celui de la Turquie. Quand on veut, on peut. Deuxième point sur le matériel, le duel Rafale F-35. Est-ce que l'industrie aéronautique française peut survivre à une concurrence américaine? Parce que tu expliques que, en fait, les autres pays européens qui achètent le F-35 deviennent un peu prisonniers d'un système américain et que, du coup, l'avion français est de plus en plus isolé. Est-ce que notre industrie aéronautique, qui est quand même un des fleurons, peut survivre au baiser un peu étouffant de l'industrie américaine? C'est compliqué. Manifestement, oui, parce qu'on voit que le Rafale, finalement, s'exporte pas si mal. Est-ce que le prochain pourra... Alors, voilà, la question du prochain. Le Rafale, contrairement à tous les gens qui en ont dit beaucoup de mal, se vend, s'exporte. Il y aura sans doute de nouveaux contrats avec l'Inde et avec d'autres pays. Une chose est sûre, c'est que l'avion standard en Europe, c'est le F-35. Et donc, il faut déjà d'ailleurs que le Rafale soit compatible avec le F-35. Parce que on n'imagine pas d'opération militaire en Europe, et même en dehors de l'Europe, sans coordination entre les armées de l'air. Donc ça, il y a des vrais problèmes. Après, il y a la question de la suite. Alors, il y a le programme européen avec le programme avec les Allemands. Il n'a pas l'air très bien en forme, le SCAF. On verra. Moi, je pense qu'il faut peut-être qu'on soit plus malin, qu'on accorde une durée de vie plus longue au Rafale, qu'on fasse une forme de super Rafale, qu'on vendra aux clients actuels du Rafale, et qu'on pense à la génération d'après, aux vraies technologies de rupture, c'est-à-dire à ce niveau qui se situe entre la haute atmosphère et l'orbite terrestre, c'est-à-dire monter plus haut en altitude avec ce qu'on pourrait appeler des avions spatiaux. Il y a encore beaucoup d'autres questions qui sont posées dans ton livre, mais bon, on arrive à l'issue de cet entretien. Une première question, tu dis que la France serait du côté des États-Unis face à la Chine, mais est-ce que c'est en toutes circonstances, ou est-ce qu'il y a des cas où doit-on dire à l'avance qu'on sera du côté des États-Unis, ou doit-on apprécier en fonction des circonstances s'il y avait une rivalité qui se durcissait entre Pékin et Washington? Moi, j'entends l'argument démocratique, mais disons qu'un comportement, justement, tu évoques toi-même, un comportement américain d'un président un peu plus fantasque qui pourrait venir et qui voudrait à tout prix provoquer la Chine, est-ce que nous devons suivre au nom d'une société de valeurs démocratiques communes? Oui, moi je pense qu'on sera... Alors il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, je crois, la question de la rivalité entre
entre les États-Unis et la Chine, on est alliés des États-Unis, mais on n'a pas intérêt à une dégradation de la situation et à une guerre entre les Américains et les Chinois. Personne n'a intérêt à ça, et surtout pas les Américains, surtout pas les Chinois. Après, il y a la question très spécifique de Taïwan, qui est, comme tu l'as dit, un pays démocratique, où il y a des élections libres, et il serait absolument intolérable qu'une dictature impérialiste dise... Tu dis toi-même qu'on ne doit pas intervenir dans l'Indo-Pacifique. Est-ce que la France devrait, si la Chine veut annexer militairement Taïwan, doit-on intervenir ? Militairement, on en est absolument incapable. D'accord. Voilà, c'est pas la peine de voilà, ce sera une histoire qui nous dépassera. On n'est pas obligé d'être engagé militairement. La France n'a pas envoyé, la France et quasiment aucun pays de l'OTAN d'ailleurs, par exemple, n'a envoyé de ses soldats combattre au Vietnam avec l'armée américaine. Les Australiens l'ont fait, les Coréens, je crois même, l'ont fait, les Sud-Coréens l'ont fait, mais les Britanniques, pourtant très très liés aux États-Unis, n'ont jamais envoyé le moindre soldat britannique combattre aux côtés de l'armée américaine au Vietnam. Nous, on a plutôt intérêt, effectivement, à apaiser les choses, mais quelle est notre marge de manœuvre, quelles sont nos capacités d'action entre Washington et Pékin? Je crois qu'elles sont assez limitées, et clairement, s'il devait y avoir un affrontement majeur, je pense que c'est une réalité, d'une manière ou d'une autre, du côté des Américains. Peut-être pas militairement, mais en tout cas, je pense qu'on soutiendrait les Américains. Merci Jean-Dominique, je renvoie à la lecture de ton livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» qui vient d'être publié aux éditions Robert Laffont. Alter Radio, l'idée fraîche. Gade ma chère, moi pas parler, pas dire yon mot encore. Littérature, qu'on fait dormir, qu'on y a fait yeux m'ouvrir. Pour m'pas qu'un temps péter l'oreille, pour bouchaler les fait l'oseille. Prends paquet moins, plutôt fait ça, mon bien, même si m'aimais. Moi pas tourner, toute sensation t'es qu'on monter, les minuit prendre à deux. Fais-moi son accent grave sous qu'elle, et rend l'eau dans Jérusalem. Gardez ma chaîne. Tout tourne comme fermé pour sortez comprendre, votre à suspendre. Tout je retiens que m'te qu'on fait pour m'te quelqu'un bébé. Ou pas jamais on t'y pitié, ou absocloté m'y respecter. Gardez ma chaîne, à vite fait gros sans tout et moi. Mon Dieu pour moi, son bon jeune gens, plein de capilles et chèques. Mi ou yo di ke ou pa konen le yon moun bon kou. Ou met kwen pa kembe ou nan kèr, ou gen vi pa ou mwen gen vi pa. Sote pompe, ble pa ble, bon male. A partir d'aujourd'hui, célibataire. Besoin, besoin, besoin,
commencé très bien. Yon seul coup changé sous moi. Qui paraît qu'on a dit espouillé. M'a demandé si c'est vous me rencontrer.